La botte connecta avec ses côtes pour la troisième fois, et la lieutenant Harper Kane ne combattit pas en retour. Elle ne pouvait pas. Pas encore. Faible. Le sergent Morrison cria, sa salive frappant son visage. C'est ceci ce que l'Amérique envoie maintenant. Une file de 100 livres jouant aux soldats. Les autres contractants rirent, leur voix résonnant des murs de béton de la cellule de détention. C'était le 15 mars 2024, dans un complexe abandonné de l'ère soviétique à 40 km de Tiraspol, Moldavie, et Harper avait exactement 72 heures avant qu'il ne la vende au plus offrant. Mais il ne savait pas ce qu'elle était vraiment. Et cette ignorance était sur le point de leur coûter tout. Avant que nous montrions comment un Navy SEAL transforma la captivité en un avantage tactique, cliquez sur s'abonner et commentez d'où vous regardez parce que cette histoire alla plus loin que quiconque attendait. Maintenant, montrons-vous ce qui arriva quand ils firent l'erreur de l'appeler faible. Les menottes coupèrent les poignettes de Harper, mais elle ne tira pas contre elle. C'est ce que les amateurs faisaient. Les amateurs combattaient des contraintes immédiatement. Énergie gaspillée. Panique télégraphiée. Harper Kane était beaucoup de choses, mais amateur n'en était pas une. Vérifiez-la de nouveau, commanda le commandant Victor Brand, son accent portant encore des traces de Boston, malgré 15 ans en Europe de l'Est. Il se tenait les bras croisés, regardant ces hommes palper la petite femme qu'ils avaient traînée de la salle des serveurs du complexe. « Je veux tout. Téléphone, armes, transmetteur. » Les mains de Morrison se mouvèrent brutalement sur la veste tactique de Harper, ne trouvant rien parce qu'il n'y avait plus rien à trouver. Elle avait jeté son équipement primaire pendant la chasse, ne gardant que ce qu'ils attendraient d'un contractant de bas niveau. Badge d'identité civile, smartphone générique, lampe de poche, 20 € en espèces. « Elle est propre », Morrison dit, sonnant presque déçu. « Juste une Phil-Tech. Probablement perdue cherchant une salle de bain. » Harper laissa sa tête pendre en avant, ses cheveux couvrant son visage. Laissez-les voir l'épuisement. Laissez-les voir la peur. Laissez-les voir exactement ce qu'ils attendaient de voir quand ils regardaient une femme de 5'4", 1m62, qui pesait 120 livres, 54 kilos, trempée, perdue. Brown s'approcha. Dans une salle des serveurs restreinte à 3 heures du matin. « On m'a dit !» La voix de Harper sortit tremblante. « Parfait. On m'a dit de télécharger les rapports trimestriels. Mon raclement de gorge superviseur a dit « Votre superviseur ». Brown s'accroupit devant elle, étudiant son visage. « Et qui est exactement votre superviseur ?» Harper lui donna un nom. Un vrai nom d'une vraie entreprise, une qui contractait légitimement avec des installations comme celle-ci pour le support informatique. Elle avait fait ses devoirs, plus important encore, elle avait vécu cette couverture pendant 6 semaines avant cette nuit, se présentant chaque mardi et jeudi pour exécuter des diagnostics système, partant toujours avant la nuit, restant toujours dans sa voie jusqu'à cette nuit. « Marcus Paul », elle murmura, « il gère la division IT. Il a dit que les rapports étaient dus demain et que je devais à 3h du matin. » Morrison lui attrapa le menton, forçant sa tête à se relever. « Vous attendez-nous de croire ça? »« Je n'attends rien, » Harper dit, et elle laissa les larmes monter dans ses yeux. « Pas fort. La peur avait une biochimie que vous pouviez déclencher si vous saviez comment. Elle avait appris ce que là en entraînement sert, survie, évasion, résistance, évasion. Les instructeurs l'avaient brisé en rien, puis lui avaient appris à se reconstruire en quelque chose qui pouvait plier sans casser. Je veux juste rentrer à la maison. » Morrison rit. C'était un son cruel le genre d'homme faisait quand ils avaient oublié, raclement de gorge, ce que la miséricorde ressentait. « La maison, ma belle, vous venez de devenir un atout de renseignement. Vous n'allez nulle part. » Brown se leva, tirant un téléphone de sa veste. « Allez chercher le Dr. Cross. Dites-lui que nous avons une invitée qui a besoin d'évaluation. » Le pouls de Harper sauta, mais elle le contrôla. Respiration stable,
rythme cardiaque géré. C'était le premier test. Pas les contraintes, pas la capture, la catégorisation. S'il la pensait précieuse, il serait imprudent. S'il la pensait jetable, elle avait peut-être 12 heures avant que les choses ne s'aggravent exponentiellement. Monsieur, elle n'est personne. La botte de Morrison tapa contre la jambe de Harper. Pas tout à fait un coup de pied, plus comme tester la marchandise. Juste une fille a été effrayée qui est entrée dans la mauvaise pièce. Nous pourrions la laisser partir, lui dire de garder sa bouche fermée. Non, la voix de Brand portait une finalité. Nous ne laissons personne partir, pas avant que nous sachions ce qu'elle a vu. Je n'ai rien vu. La voix de Harper se brisa parfaitement. S'il vous plaît, j'ai une fille. Elle a 6 ans. Elle a besoin de moi. S'il vous plaît. Le mensonge atterrit exactement comme elle le voulait. L'expression de Morrison passa d'un amusement cruel à un mépris dédaigneux. Les mères n'étaient pas des menaces. Les mères étaient un levier. Une fille? Brand inclina la tête. Alors vous auriez dû penser à elle avant de fourrer votre nez là où il n'avait pas sa place. Ils traînèrent Harper sur ses pieds. Elle trébucha, délibérément maladroite, les laissant supporter la majeure partie de son poids. Laissez-les penser qu'elle était faible. Laissez-les penser que ses jambes fonctionnaient à peine de peur. Elle compta les pas pendant qu'il la déplaçait à travers le couloir. 18 jusqu'au premier virage, 43 jusqu'à l'escalier, 2 étages. La température chuta de 6 degrés. Humidité dans l'air. Niveau du sous-sol probablement souterrain. La cellule de détention était exactement ce à quoi elle s'était attendue. Mur de béton, un seul drain dans ce sol, anneau métallique boulonné au mur à hauteur d'épaule. Morrison la poussa vers celui-ci pendant qu'un autre contractant. Elle le catalogua. Milieu de la trentaine, accent russe, étui d'épaule, anneau de mariage. Attachait ses menottes à l'anneau mural avec un mousqueton. Confortable? Morrison demanda. Harper ne répondit pas. Ses bras étaient étirés au-dessus de sa tête. Pas encore tout à fait douloureux, mais elle connaissait la position. Position de stress, donnez-lui quelques heures et les épaules crieraient. Donnez-lui une journée complète et des lésions nerveuses devenaient une réelle possibilité. Je vous ai posé une question faible. Il y avait ce mot, celui qu'ils avaient utilisé pour la définir, celui qu'ils répéteraient jusqu'à ce qu'ils le croient eux-mêmes. Oui, Harper murmura, je suis confortable. Morrison la frappa du revers de la main, pas assez fort pour causer de vrais dommages, juste assez fort pour établir la dominance. Vous parlez quand je vous dis de parler. Compris? Harper goûta le sang. Elle s'était mordue la joue à l'impact délibérément, parce que le sang vendait la peur mieux que toute autre chose. Oui, oui. Quoi? Oui, monsieur. Il sourit. Appreneuse rapide. Peut-être durerez-vous plus longtemps que les autres. Les mots planèrent dans l'air comme un cadavre pendu à une corde. Autre, pluriel. Ce n'était pas une opération ponctuelle. C'était une infrastructure. Morrison partit. Le contractant russe resta, appuyé contre le mur, faisant défiler son téléphone comme s'il s'ennuyait déjà. Harper compta sa respiration. 15 respirations par minute. Relaxée, ne s'attendant pas à des ennuis, elle fit lentement pivoter ses poignets, testant les attaches, de qualité policière standard, évaluées pour environ 400 livres, 180 kg de résistance à la traction. Ses poignets étaient petits. Des années de personnes la sous-estimant lui avaient appris à utiliser cela. Si elle disloquait son pouce, elle pourrait faire glisser les attaches. Douloureux, mais faisable. Pas encore. Vous avez vraiment enfant. L'anglais du russe était rude mais fonctionnel. Harper le regarda. Oui. Quel âge? 6. Il hocha la tête, quelque chose de presque sympathique traversant son visage. J'ai fait le 8 ans. Elle vit avec sa mère à Volgograd. Harper l'enregistra. Père séparé. Point de culpabilité potentielle. Possible levier si elle en avait besoin plus tard. Comment s'appelle-t-elle? Harper demanda doucement. Katia.
Il le dit comme si elle lui manquait, puis son expression se durcit. Mais je fais mon travail quand même. Vous comprenez? Rien de personnel, juste travail. Je comprends. Il retourna à son téléphone. Harper retourna à compter. Battement de cœur, respiration, secondes, la distance de sa position à la porte, la hauteur du plafond, le diamètre du drain dans le sol. 43 minutes plus tard, la porte s'ouvrit de nouveau. Le docteur Helena Cross entra comme si elle possédait l'espace, ce qu'elle faisait probablement. Grande, aux traits marqués, portant un portefeuille en cuir qui avait l'air cher. Ses vêtements étaient trop beaux pour une installation de détention secrète, pantalons de marque, blouse en soie, chaussures qui coûtaient plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. « Laissez-nous », dit-elle au Russe. Il n'argumenta pas. La porte se referma avec un bruit métallique lourd que Harper reconnut. Renforcée, probablement résistante aux explosions. Ce complexe avait été construit pour résister à des sièges. Harper Kane, raclement de gorge. Le Dr. Cross ouvrit son portefeuille, sortant une photographie. Le propre visage de Harper la regardait. Son vrai visage, celui de son identifiant militaire, pas le déguisement de contractant civil. Âge 28, diplômé d'Annapolis avec mention. Cours de qualification SEAL Class 347, commission directe au Naval Special Warfare Development Group. Affectation actuelle classifiée. Le sang de Harper se glaça, mais elle garda son visage impassible. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Non? » Cross s'approcha. « Parce que je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Je pense que vous êtes entré dans cette salle des serveurs pour une raison très spécifique. Et je pense que vous avez trouvé ce que vous cherchiez avant que la patrouille de Morrison ne vous attrape. Je suis une contractante IT. Vous êtes un Navy SEAL. » La voix de Cross était clinique, détachée, comme si elle diagnostiquait un patient. Et pas n'importe quel SEAL, votre renseignement de signaux, ce qui signifie que vous n'étiez pas ici pour voler des données. Vous étiez ici pour cartographier notre réseau, trouver nos communications, identifier notre opération. Harper ne dit rien. Le silence était plus sûr que les mensonges quand quelqu'un connaissait déjà la vérité. Cross tourna lentement autour d'elle. « Votre équipe pense que vous êtes compromise. Ils sont probablement déjà en train d'écrire le rapport après action, vous classifiant comme MIA présumé KIA. Ils ne viendront pas pour vous. Pas ici. Pas pour un seul opérateur. Les retombées politiques seraient catastrophiques. Alors pourquoi me garder en vie? Parce que vous valez plus vivante que morte. » Cross s'arrêta directement devant elle. « Nous vendons des informations à des gens qui paient très bien pour cela. Et un Navy SEAL avec des connaissances classifiées, c'est un produit premium. » Harper sentit son évaluation tactique changer. Ce n'était pas juste une détention illégale. C'était de la traite d'êtres humains avec un emballage de renseignements militaires. « Combien? » demanda-t-elle doucement. « Combien? Quoi? Combien d'autres? Combien de personnes avez-vous vendu? » Cross sourit. C'était la pire chose que Harper ait vue de toute la nuit. « Cela importe-t-il? »« Oui. »« Pourquoi? »« Parce que je veux savoir combien de vies je venge quand je vous tue. » Les mots sortirent plats, factuels, sans bravade. Harper ne proférait pas une menace. Elle énonçait un objectif opérationnel. Le sourire de Cross s'élargit. « Vous pensez que vous allez vous échapper? Harper, regardez-vous. Vous êtes enchaîné à un mur dans une cellule souterraine, dans un pays qui ne reconnaît pas votre existence. Votre propre gouvernement ne vous sauvera pas. Votre équipe est déjà passée à autre chose. Vous n'avez rien. J'ai du temps. » « Du temps? » Cross rit. « Vous avez 72 heures. Ensuite, vous êtes dans un avion pour Minsk, et de là, vous disparaissez dans n'importe quel trou que nos acheteurs choisiront. Certains voudront des informations. Certains voudront de la propagande. Certains voudront. » Elle laissa la phrase s'éteindre, les implications remplissant le silence pire que toute menace verbale.
Harper testa de nouveau les attaches subtilement tout en maintenant le contact visuel. 72 heures, c'est plus de temps que vous ne le pensez. Vraiment? Cross recula vers la porte. Laissez-moi vous montrer ce que le temps signifie ici. Elle sortit son téléphone, tapa sur l'écran et le tourna vers Harper. Une séquence vidéo fut diffusée. Une autre cellule similaire à celle-ci. Un autre prisonnier, homme d'âge militaire, uniforme américain, dénudé. Même position de stress que Harper. L'horodatage montrait 2 semaines auparavant. Le lieutenant Marcus Webb, Cross narra, renseignement de l'armée, a duré 6 jours avant de craquer. Il nous a tout donné. Protocole réseau, point de chute mort, nom de gestionnaire. Ensuite, nous l'avons vendu à un groupe en Tchétchénie. J'entends qu'il l'utilise toujours pour des vidéos de propagande. Harper regarda l'écran, regarda le visage de Webb passer de la défiance à l'épuisement au désespoir. Elle mémorisa son numéro de prisonnier visible sur une plaque dans le cadre. Quelqu'un aurait besoin de cette information pour le dossier de récupération. Cross fit glisser vers une autre vidéo. Le capitaine Jennifer Ortiz, force aérienne, 4 jours. Elle a essayé de s'échapper le 3e jour. Morrison l'a attrapée avant qu'elle n'atteigne les escaliers. Après cela, elle nous a dit tout ce que nous avons demandé. Un autre glissement. Le sergent de première classe David Park, Marines, 2 jours. Il était moins résilient. Harper compta 9 vidéos au total. 9 prisonniers. 9 personnes qui avaient été exactement là où elle était maintenant. Voyez-vous un motif, Lieutenant Kane? La voix de Cross était douce, presque gentille. Tout le monde craque. La seule variable est le temps que cela prend. Alors, je vais vous donner le choix. Vous pouvez me dire ce que vous avez trouvé dans cette salle des serveurs tout de suite et je m'assurerai que votre temps restant ici soit tolérable. Ou vous pouvez essayer d'être une héroïne et je laisserai Morrison s'amuser. Il aime son travail. Trop, honnêtement, mais il est efficace. Harper regarda le téléphone puis Cross. Je veux les voir. Voir qui? Les autres, ceux que vous détenez encore. Vous m'avez montré ceux que vous avez déjà vendus, mais votre opération est en cours, ce qui signifie que vous avez un inventaire actuel. L'expression de Cross ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Surprise peut-être, ou respect. Pourquoi voudriez-vous ça? Parce que si je dois être de l'inventaire, je veux savoir sur quelle étagère je suis. La réponse était parfaite, assez vaincue pour être crédible, assez curieuse pour paraître humaine. Cross y réfléchit, puis hocha lentement la tête. Plus Hardeter, après que vous ayez eu le temps de réfléchir à votre situation, 24 heures dans cette position devraient clarifier vos priorités. Elle partit, la porte se verrouilla, les lumières restèrent allumées. Une autre tactique, manipulation sensorielle, perturbant les rythmes circadiens. Harper était seule. Elle compta jusqu'à 300, s'assurant que Cross ne reviendrait pas immédiatement. Puis elle commença à travailler les attaches sérieusement, n'essayant pas de les casser encore, juste testant les tolérances, trouvant les points faibles, comprenant la mécanique. Ses épaules faisaient déjà mal. C'était bien. La douleur était une information. Elle vous disait ce que votre corps pouvait endurer et pendant combien de temps. Elle compta les respirations, compta les battements de cœur, compta les possibilités. 72 heures. Morrison pensait qu'elle était faible. Cross pensait qu'elle était de l'inventaire. Brand pensait qu'elle était un levier. Ils avaient tous tort. Harper Kane était une arme qui venait de se voir accorder 72 heures pour planifier, préparer et exécuter. Et dans ce temps, elle allait tout apprendre sur ce complexe, tout le monde à l'intérieur et chaque vulnérabilité dans leur opération. Puis elle allait le réduire en cendres. Mais d'abord, elle avait besoin qu'ils continuent de la sous-estimer. Continuent de penser qu'elle était une faible qui pleurait pour sa fille imaginaire. Continuent de croire qu'elle n'était qu'une autre prisonnière attendant de craquer. Parce que plus longtemps il croirait cela, plus il lui dirait, plus il lui montrerait,
plus il commettrait l'erreur critique de la croire impuissante. Harper ferma les yeux et commença à cataloguer tout ce qu'elle avait vu depuis sa capture. Rotation de garde, position des portes, emplacement des caméras, l'écart de 9 minutes que Cross avait mentionné dans son interrogatoire sur les protocoles réseau. Cela signifiait que leur surveillance avait des trous, de brèves fenêtres où les mouvements ne seraient pas enregistrés. 17 heures plus tard, le garde russe revint avec de l'eau et une barre protéinée. Il détacha les contraintes de Harper assez longtemps pour qu'elle mange, la regardant attentivement. « Vous avez de la famille ?» demanda-t-elle, sa voix enrouée par la déshydratation. « Je vous ai dit, une fille. Pensez-vous qu'elle est fière de ce que vous faites? » Sa mâchoire se serra. « Je pense qu'elle aime manger. Je pense qu'elle aime son école. Je pense qu'elle ne pose pas de questions sur comment je paye pour ces choses. » Mais si elle posait la question, Harper insista doucement. « Que lui diriez-vous? Je lui dirais que le monde n'est pas juste. Je lui dirais que la survie exige un compromis. Est-ce que cela que vous appelez un compromis? » Il ne répondit pas. Il finit de lui donner de l'eau, refixa les contraintes et partit sans un mot de plus. Mais Harper le vit. L'hésitation, le scintillement du doute. Pas grand-chose, pas assez pour compter dessus, mais quelque chose. Elle construisait une carte. Non seulement de l'installation, mais des gens, de leurs faiblesses, de leurs points de pression, de leurs points de rupture. Parce que quand le moment viendrait, elle ne s'échapperait pas seulement, elle les démantèlerait. 29 heures après le début de la captivité, les épaules de Harper étaient passées de brûlantes à engourdies. C'était dangereux. La compression nerveuse pourrait devenir permanente si elle restait beaucoup plus longtemps dans la position de stress. Mais elle ne pouvait pas montrer de faiblesse en demandant un soulagement. Alors, elle fit ce que les phoques faisaient quand le corps commençait à lâcher. Elle compartimenta la douleur dans une boîte, la marqua non critique et se concentra sur ce qui importait. Les rotations de garde avaient un schéma. Le Russe venait toutes les 6 heures avec de l'eau. Morrison vérifiait de manière aléatoire, mais toujours entre 2 et 4 heures du matin, ses heures de soif de pouvoir, quand il pensait que le manque de sommeil la rendrait plus vulnérable. Cross visitait 2 fois par jour, matin et soir, comme un médecin faisant des visites. Et elle avait eu raison pour les caméras. Harper avait passé 12 heures à suivre les lumières rouges indicatrices dans le couloir à l'extérieur de sa cellule. Elle clignotait en séquence couvrant la zone, mais il y avait un intervalle de 9 secondes toutes les 17 minutes quand la caméra se repositionnait. 9 secondes n'étaient pas beaucoup, mais 9 secondes répétées étaient une opportunité. La porte s'ouvrit. Morrison de nouveau, pile à l'heure. « Bonjour, faible. » Il portait une bouteille d'eau, mais il ne l'offrit pas immédiatement. « Comment vont ses épaules? » « Bien. » Harper mentit. « Bien. » Il rit. « Vous savez ce que j'aime chez vous? Vous êtes têteux. La plupart d'entre eux pleurent déjà. Raclements de gorge supplient, promettent des choses qu'ils ne peuvent pas tenir. » Il déboucha l'eau, but lui-même, puis la tint juste hors de sa portée. « Mais vous restez assis là comme si vous attendiez quelque chose. »« J'attends que vous vous ennuyiez et que vous partiez. » Son sourire disparut. « Vous pensez que vous êtes intelligente? Vous pensez que cette bouche va vous sauver? Je pense que vous avez besoin de moi assez intact pour me vendre. Donc non, vous n'allez pas endommager la marchandise. Vous allez juste agiter cette eau et prétendre que vous avez un pouvoir que vous n'avez pas réellement. » La main de Morrison se déplaça rapidement, mais Harper fut plus rapide. Elle vit le signal dans son épaule, le micro-ajustement dans sa posture. Quand sa paume vint vers son visage, elle avait déjà décalé sa tête de 15 cm vers la gauche. Sa main frappa le mur de béton au lieu de sa joue. Il hurla, tenant ses phalanges. « Espèce de insulte! »« Vous avez raté! » Harper dit calmement. « Je ferai plus que rater la prochaine fois. »« Non, vous ne le ferez pas. » La voix de Harper resta égale, presque ennuyée. « Parce que Cross vous a dit de me garder viable, et vous avez peur d'elle. Plus peur d'elle que vous n'êtes en colère contre moi. »
Le visage de Morrison devint violet. Il voulait tellement la frapper qu'elle pouvait sentir sa rage dans l'air entre eux. Mais il ne le fit pas parce qu'elle avait raison, et ils le savaient tous les deux. Les 72 heures sont presque écoulées, dit-il à travers des dents serrées. Alors vous ne serez plus notre problème. Et celui qui vous achètera, ils ne seront pas aussi gentils que nous l'avons été. Il laissa l'eau sur le sol où elle ne pouvait pas l'atteindre, puis s'en alla en trombe. Harper compta jusqu'à 60, s'assurant qu'il était parti, puis disloqua son pouce gauche et avec un mouvement de torsion exercé. L'attache glissa immédiatement sur sa main. Elle attrapa la bouteille d'eau, en but la moitié en 3 longues gorgées, puis remit son pouce en place et refixa la contrainte avant que quiconque ne puisse vérifier les flux des caméras. 43 secondes. Elle devenait plus rapide, mais elle avait appris quelque chose de critique. Le tempérament de Morrison était un inconvénient. Il réagirait au lieu de penser. Cela le rendait prévisible. Utile. 6 heures plus tard, le Russe apporta de la nourriture. Pain rassis, fromage dur, tranches de pommes qui avaient commencé à brunir. Il détacha de nouveau ses contraintes et les bras de Harper tombèrent comme des pois morts. Elle ne put entièrement réprimer le souffle de douleur alors que le sang recommençait à circuler. « Elle ?» demanda le Russe. « Oui. » Il ne s'excusa pas, mais il tint ses bras fermement pendant que le pire de la sensation de picotement passait. « Petite miséricorde, mais miséricorde quand même. »« Quel est votre nom? » demanda Harper. Il hésita. « Pourquoi vous voulez savoir? » « Parce que je suis fatigué de vous appeler le Russe dans ma tête. »« Dimitri. »« Merci, Dimitri. » Il semblait mal à l'aise avec sa gratitude. « Mangez, vous avez besoin de force. » Harper mangea lentement, délibérément. Elle avait besoin des calories, mais elle avait aussi besoin de temps. « Depuis combien de temps travaillez-vous pour Brandt? »« 3 ans, et avant cela, en mes Russes, Spetsnaz. » Il le dit sans fierté, juste un fait. J'étais bon à mon travail. Ensuite, l'armée a décidé que j'étais trop vieux. 42 ans, c'est ancien pour les opérations spéciales. Oui. Alors je suis venu ici. L'argent est meilleur, les questions sont moins nombreuses. Mais le travail est plus dur pour votre conscience. La mâchoire de Dimitri se serra. Je ne parle pas de conscience avec les prisonniers. Pourquoi pas? Je ne suis que de l'inventaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça vous fait, ce que je pense? Parce que penser est comment les problèmes commencent. Il prit l'emballage vide de nourriture de ses mains. Vous pensez trop. C'est pourquoi Morrison vous déteste. C'est pourquoi Cross vous regarde différemment des autres. Quels autres? Il se figea. Les mots lui avaient échappé et il le savait. Dimitri, Harper dit doucement. Combien d'autres sont ici en ce moment? Je ne. Vous aussi, et vous allez me le dire parce qu'une partie de vous veut que quelqu'un sache. Une partie de vous veut être témoin de ce qui se passe ici. Son visage passa par 3 expressions différentes en 2 secondes. Colère, déni, résignation. Puis il se pencha près et murmura. 3 militaires américains, 2 hommes, une femme. Ils sont dans l'aile Est, mais vous ne pouvez pas les aider. Vous ne pouvez même pas vous aider vous-même. Où dans l'aile Est? Pourquoi ça importe? Parce que quand je sors d'ici, je ne laisserai personne derrière. Dimitri rit amèrement et brièvement. Vous pensez que vous sortez, Harper? Vous ne comprenez pas. Cette installation, elle a été construite pendant la guerre froide. Niveau souterrain, murs renforcés, protocole d'urgence qui scellent une section entière. Même si vous vous échappez de votre cellule, vous n'atteindriez jamais la surface. Et même si vous atteignez la surface, nous sommes entourés de 40 kilomètres de rien. Pas de route, pas de village, pas d'aide. On dirait que vous avez vous-même pensé à vous échapper. Son visage devint vide. Je pense à beaucoup de choses. Je n'en fais aucune. Pourquoi pas? Parce que j'ai une fille et Brown sait où elle vit. Ça y était, la vraie chaîne qui retenait Dimitri. Pas l'argent, pas la loyauté, mais la peur.
Brant avait utilisé la seule chose qui comptait plus que la conscience. Quel est le protocole de sortie? Demanda Harper. Quand vous déplacez des prisonniers d'ici, comment ça marche? Les hélicoptères atterrissent sur la plateforme nord. Les prisonniers sont sédatés, chargés dans des filets de fret, transportés à un aérodrome à 30 km. De là, un avion cargo les emmène à... Il s'arrêta. J'en dis trop. Vous en dites exactement assez. Harper le regarda dans les yeux. Dimitri, quand cela tournera mal, et cela tournera mal, assurez-vous de ne pas être dans le bâtiment. De quoi parlez-vous? 72 heures, vous avez dit. C'est quand il me déplace. C'est quand tout change. Elle baissa la voix jusqu'à un murmure. Mettez votre fille en sécurité. Puis mettez-vous en sécurité vous-même parce que je ne serai pas la seule à incendier cet endroit. Dimitri la regarda comme si elle avait perdu la tête. Puis il refixa ses contraintes sans un mot de plus et partit. Harper attendit 5 minutes. Puis elle travailla sa mâchoire avec précaution, cherchant le micro-transmetteur intégré dans sa molaire inférieure gauche. Il était conçu pour ressembler à un plombage. Mais le boîtier en céramique abritait suffisamment de technologie pour envoyer des transmissions en rafale à un relais satellite. Autonomie limitée de la batterie, peut-être 6 transmissions au total avant qu'il ne meure. Elle en avait déjà utilisé 2. Elle mordit dans la séquence spécifique. 3 courts, 2 longs, 1 court. Code Morse intégré dans des capteurs de pression. Le message se compresserait en un paquet de données et rebondirait vers son équipe en 30 secondes. La transmission d'envie. 3 prisonniers supplémentaires, LET, fenêtre d'extraction, 48 heures, hélicoptère plateforme nord, tentera un signal pendant le transfert. Elle relâcha la pression et sentit la faible vibration contre sa dent qui signifiait que le message avait été envoyé. Aucun moyen de savoir s'il avait été reçu. Aucun moyen de savoir si son équipe écoutait encore. Mais elle devait croire qu'il l'était, parce que s'il ne l'était pas, les 48 prochaines heures seraient significativement plus difficiles. Le Dr. Cross arriva 3 heures plus tard, et elle n'était pas seule. Elle apporta un ordinateur portable, un haut-parleur portable et une expression qui ne promettait rien de bon. « Comment vous sentez-vous, Harper? » « Comme si j'étais enchaîné à un mur. » Humour, c'est un mécanisme de défense, maintient une distance psychologique du traumatisme. Cross installa l'ordinateur portable sur une petite table pliante. « Savez-vous ce que je faisais avant ça? J'étais psychologue militaire. Habilitation maximale. J'évaluais le personnel des opérations spéciales pour l'aptitude et la résilience. J'ai écrit les protocoles qui décident qui a le droit de porter votre uniforme. Et maintenant, vous torturez les gens que vous protégiez. Je ne torture personne. » La voix de Cross était clinique, détachée. « Je mène des recherches. L'armée voulait comprendre les points de rupture, les seuils de résistance, combien de temps l'interrogatoire amélioré pouvait être maintenu avant que des dommages psychologiques permanents ne surviennent. J'ai donc étudié cela pendant des années, puis ils ont classifié mes découvertes, enterré mon travail et m'ont dit que tout cela était théorique. Alors vous avez décidé de le tester pour de vrai. J'ai décidé d'arrêter de laisser les institutions gaspiller mon expertise. » Cross ouvrit l'ordinateur portable. « Vous voulez savoir ce qui brise les gens, Harper? Ce n'est pas la douleur. La douleur est temporaire. Le corps s'adapte. Non. Ce qui brise les gens, c'est l'impuissance. La connaissance que rien de ce qu'ils font ne changera leur situation. » Elle appuya sur une touche. Le son remplit la cellule. La voix d'une femme criant. Pas de douleur, de rage. Criant des mots que Harper reconnaissait parce qu'elle les avait entendus se dire pendant l'entraînement SIRE. « C'est le capitaine Jennifer Ortiz. » Cross narra. « Renseignement de l'armée de l'air. Écoutez comment sa voix change sur les 4 jours. Jour 1, elle est en colère. Jour 2, elle est désespérée. Jour 3, elle marchande. Jour 4, elle est brisée. » Harper garda son visage neutre, mais à l'intérieur, son esprit cataloguait tout.
Ortiz avait duré 4 jours. C'était plus que la plupart. Elle avait été forte. Cross joua un autre enregistrement, voix masculine cette fois. Lieutenant Webb, 6 jours. Remarquez la progression. Il a d'abord essayé de résister en utilisant la logique, arguant des conventions de Genève, des règles de guerre, des conséquences. Puis il a essayé le silence. Puis il a essayé de se blesser pour nous forcer à relâcher les contraintes. Et puis il a parlé. Harper termina. Et puis il a parlé. Cross arrêta la lecture. Ils parlent tous finalement. La seule question est dans quel état ils sont quand ils le font. Certains sortent d'ici fonctionnels. Certains partent comme des coquilles vides. Ce qui vous arrive dépend entièrement de la rapidité avec laquelle vous acceptez la réalité. Et quelle est cette réalité? Que vous ne partirez pas d'ici en tant que Lieutenant Harper Kane, Navy SEAL. Vous partirez d'ici en tant que ce que nous décidons de faire de vous, un atout de propagande, une source de renseignement, un récit d'avertissement. Cross se pencha en avant. Les plus intelligents coopèrent tôt. Ils obtiennent un meilleur traitement, un traitement plus rapide et des acheteurs qui les garderont relativement intacts. Les têtus, elle haussa les épaules. Morrison a une pièce à l'étage où il pratique sa créativité. Vous ne voulez pas voir cette pièce. Raclement de gorge, Harper regarda Cross pendant un long moment. Vous croyez vraiment que vous contrôlez ici? Je contrôle ici. Non, la voix de Harper était douce mais certaine. Vous êtes juste plus avancé dans le même piège que tout le monde. Brand a quelque chose sur vous. Peut-être que c'est de l'argent. Peut-être que c'est du chantage. Peut-être que c'est juste que vous êtes allé trop loin pour faire demi-tour. Mais vous n'êtes pas en contrôle. Vous n'êtes qu'une autre prisonnière qui n'a pas réalisé qu'elle était enchaînée. L'expression de Cross ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Frappez trop près. La projection est un autre mécanisme de défense, Cross dit. Vous essayez d'externaliser votre impuissance et imaginant que tout le monde la partage. Vraiment? Harper se déplaça légèrement, testant de nouveau les attaches. Ou est-ce que je vois juste la situation plus clairement que vous ne voulez l'admettre? Cross se leva brusquement. Je vais vous donner 12 heures de plus. Ensuite, nous passerons à la phase 2. C'est quand Morrison pourra poser ses questions. Et il n'utilise pas d'enregistrement, Harper. Il utilise des outils. Elle partit, mais l'ordinateur portable resta, diffusant toujours l'audio. Des voix de brisées, passant par leur progression de la résistance à la reddition. Harper écouta tout, non pas parce que Cross le voulait, mais parce que chaque enregistrement lui disait quelque chose. Combien de temps ils avaient duré? Quelles techniques avaient été utilisées? Lesquelles avaient fonctionné? Elle construisait un profil de contre-résistance, apprenant de leurs erreurs, parce qu'elle n'allait pas craquer. Pas en 12 heures, pas en 40 quand même. 10 heures plus tard, Morrison revint. Il avait un sac en toile noire avec lui, et quand il le posa sur le sol, Harper entendit le métal cliqueter à l'intérieur. Le temps est écoulé, faible. Cross dit que nous passons à la phase suivante. Elle est en avance. Elle est impatiente, veut des résultats avant le transfert. Il ouvrit la fermeture éclair du sac. Je vais vous poser des questions, vous allez répondre. Et chaque fois que vous mentez ou restez silencieuse, je vais vous présenter un nouvel ami de ma collection. Harper vit le premier outil apparaître, une pince. Pas une pince normale, de qualité chirurgicale, conçue pour la précision. Commençons simple, Morrison dit. Que faisiez-vous vraiment dans la salle des serveurs? Télécharger des rapports trimestriels. La pince se referma sur son auriculaire gauche. Mauvaise réponse. L'entraînement de Harper se déclencha. La douleur était une information. La reconnaître, la catégoriser, la ranger. Ne pas la laisser contrôler la réponse. Attendez, dit-elle. Attendez, je vais vous dire. Morrison marqua une pause. J'écoute.
Je cartographiais votre réseau, trouvais les protocoles de communication, construisais un paquet cible pour... Elle s'arrêta, laissant sa voix se briser, laissant la peur transparaître. Pour qui? Morrison se pencha. Qui vous a envoyé? JSO, Joint Special Operations Command. Il suivait votre opération depuis 6 mois. J'étais une reconnaissance avancée. C'était assez proche de la vérité pour être crédible, assez éloigné de la réalité pour protéger les détails opérationnels réels. Le visage de Morrison s'illumina. JSOC, combien d'opérateurs ont-ils sur le théâtre? Je ne sais pas. J'étais une insertion solo. Ils ne nous parlent pas des autres ressources. Insulte. Vous connaissez la zone de rassemblement. Vous connaissez la structure de soutien. Je sais qu'il y a une base d'opération avancée en Roumanie. Je sais qu'il y a une couverture satellite. Je sais que l'extraction était censée avoir lieu 72 heures après l'insertion. Harper laissa des larmes se former. Mais j'ai manqué la fenêtre. Ils sont partis. Ils me croient morte. Morrison étudia son visage. Vous mentez. Non, la pince se resserra. Harper cria, mais c'était calculé, mesuré, juste assez pour paraître réel sans s'engager pleinement. Dites-moi les ROE. Morrison exigea, règle d'engagement. Quels étaient vos ordres si vous étiez compromise? Nier, résister, échapper, dans cet ordre. Et si vous ne pouviez pas vous échapper, Harper le regarda dans les yeux. Alors j'étais jetable. Le mot atterrit parfaitement parce qu'il était vrai. Chaque opérateur le savait. Dans certaines situations, la récupération ne venait pas. Vous étiez seul. Morrison relâcha la pression. Vous voyez, ce n'était pas difficile. Maintenant, parlons de... La porte s'ouvrit brusquement. Brand se tenait là, le visage rouge. Nous avons un problème. Je suis en plein milieu de... Maintenant, Morrison. Morrison laissa tomber la pince et suivit Brand dans le couloir. Harper ne put entendre leur conversation, mais elle pouvait voir leur langage corporel à travers l'espace de la porte. Brand était en colère, Morrison était sur la défensive, et puis Cross apparut, tenant une tablette, leur montrant quelque chose qui fit pâlir les 3 visages. Ils avaient trouvé quelque chose, ou quelqu'un les avait trouvés. La porte se referma avec fracas. Harper était de nouveau seule. Elle travailla vite, pouces disloqués, attaches glissées, bras libres. Elle attrapa la pince que Morrison avait laissée derrière et l'utilisa pour casser le mousqueton reliant ses contraintes au mur. Puis elle traversa jusqu'à la porte, pressant son oreille contre le métal. Des voix lointaines mais audibles. Passage satellite détecté. Transmission en rafale cryptée, source inconnue mais originaire de l'installation. Il savait que quelqu'un avait envoyé un signal. Il ne savait juste pas que c'était Harper. Elle entendit des pas approcher. Harper se replongea dans sa position, refixant les contraintes, laissant tomber la pince là où Morrison l'avait laissée. Son pouce se remit en place avec un clic nauséabond. La porte s'ouvrit. Cross entra seule cette fois, et elle semblait réellement ébranlée. Quelqu'un ici communique avec des ressources extérieures. Cross dit sans préambule. Vous savez quelque chose à ce sujet? Comment le saurais-je? J'ai été enchaîné à un mur. Les yeux de Cross se rétrécirent. Cette transmission utilisait un cryptage militaire. Un relais satellite, ce n'est pas quelque chose auquel un entrepreneur informatique effrayé aurait accès. Alors peut-être que vous avez une autre fuite. Ou peut-être que vous n'êtes pas aussi impuissante que vous le prétendez. Cross s'approcha, trop près, envahissant l'espace personnel de Harper. Qu'êtes-vous, Harper? Vraiment? Harper la regarda droit dans les yeux. Je suis la personne que vous auriez souhaité avoir tuée quand vous en aviez la chance. La main de Cross se déplaça vers le visage de Harper. Peut-être pour la frapper, peut-être juste pour intimider, mais elle arriva à moins de 15 centimètres. Et Harper bougea, coup de tête droit devant.
Le front de Harper se connecta avec le nez de Cross avec un craquement humide. Le sang explosa sur leurs deux visages. Cross trébucha en arrière, les mains agrippant son visage, trop choqué pour crier. Harper glissa les contraintes. Elle les avait gardées lâches et se tenait debout en un mouvement fluide. 3 secondes. C'est tout ce qu'elle avait avant que Cross ne se remette ou que quelqu'un n'entende le tumulte. Harper attrapa Cross à la gorge, la plaqua contre le mur et murmura à son oreille. « Vous vouliez savoir ce qui brise les gens. Ce n'est pas l'impuissance. C'est de sous-estimer la personne que vous brisez. » Puis Harper la relâcha, plongea vers sa position originale et refixa les contraintes avec des mains ensanglantées. Son front battait là où elle avait eu le contact, et le sang de Cross était encore chaud sur son visage. Cross se tenait là, chancelant, le sang coulant de son nez. « Vous venez de tomber. » Harper dit à voix haute pour les caméras. « Vous vous êtes trop approché et j'ai essayé de m'échapper et vous êtes tombé. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? » Le Dr. Cross comprit la menace. Si elle admettait que Harper l'avait attaquée, elle devrait admettre qu'elle s'était suffisamment approchée pour que cela se produise. Elle devrait admettre qu'elle avait sous-estimé une prisonnière. Cela mettrait fin à sa carrière dans l'organisation de Brand. « C'est ça, » Cross dit à travers ses mains. « Je suis tombé. » Elle partit sans un mot de plus. Harper s'assit dans le silence, le cœur battant, et s'accorda le plus petit des sourires. Elle venait de tester ses chaînes, tester son ennemi et prouver quelque chose de critique. Quand le moment viendrait, elle pourrait bouger assez vite pour que cela compte. Maintenant, elle n'avait plus qu'à attendre le bon moment. L'installation fut mise sous haute sécurité en moins d'1 heure. Harper entendit les alarmes, sentit la vibration des lourdes portes se scellant à travers le complexe. Brand paniquait, ce qui signifiait que sa transmission avait fait exactement ce qu'elle espérait. Elle les avait rendus paranoïaques. Les gens paranoïaques se faisaient des erreurs. Morrison revint 6 heures plus tard et cette fois il amena Dietrich avec lui. Les 2 hommes avaient l'air épuisés, dopés à l'adrénaline et à la caféine. « Qu'elle se lève », ordonna Morrison. Dimitri détacha les contraintes et les bras de Harper tombèrent. Elle ne feignit pas la faiblesse cette fois. 48 heures en position de stress avaient fait de réels dommages. Ses épaules criaient quand elle essayait de les bouger. « Nous vous déplaçons », Morrison, raclement de gorge, dit. « Extraction précoce. L'acheteur est devenu nerveux à cause de la faille de sécurité. » « Quelle faille de sécurité? » La voix de Harper sortit rauque. « Ne jouez pas l'idiote. Quelqu'un a envoyé un signal de l'intérieur de cette installation. Cryptage militaire, relais satellite, et vous êtes la seule prisonnière avec ce genre d'entraînement. J'ai été enchaîné à un mur. Comment exactement transmettrais-je quoi que ce soit? » Morrison lui attrapa la mâchoire, forçant sa bouche à s'ouvrir. Il éclaira l'intérieur avec une lampe de poche, vérifiant ses dents. Le pouls de Harper monta en flèche. S'il trouvait l'émetteur molaire, tout était fini. Il regarda ses molaires, ses plombages, passa 15 secondes à tout examiner. Puis il la relâcha brutalement. « Elle est propre, » dit-il à Dimitri. « Ce doit être quelqu'un d'autre. » Harper ne se laissa pas détendre. « Pas encore. »« Debout, » ordonna Morrison. Harper se tint, chancelante, ses jambes la portaient à peine. Dimitri lui attrapa le coude, la stabilisant, et elle vit quelque chose sur son visage. Avertissement. Excuse. Elle ne put dire. Ils la menèrent à travers des couloirs qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Harper compta les pas, mémorisa les virages, catalogua chaque porte. 43 pas jusqu'à la première jonction. Virage à gauche, 18 pas de plus. Virage à droite. Escalier montant, un étage puis un autre. Ils la déplaçaient vers la surface. Mais ils passèrent un couloir au 2e palier. Et Harper l'entendit. Des voix, accent américain, venant de derrière une porte renforcée marquée de lettres cyrilliques qu'elle ne pouvait pas lire. Continuez à avancer. Morrison claqua quand elle hésita. Qui est là-dedans?
Pas de votre préoccupation. Si c'est des Américains. Morrison la poussa en avant. J'ai dit d'avancer. Mais Harper en avait assez entendu. 3 voix, peut-être raclement de gorge 4. Cela correspondait à ce que Dimitri lui avait dit. Les autres prisonniers étaient réels et ils étaient proches. Ils la menèrent à une autre cellule, plus grande que la première, avec un lit de camp au lieu d'un simple drain. Morrison lui menotta les poignets à un tuyau courant le long du mur, mais il la laissa en position assise au lieu de la position de stress. L'hélicoptère arrive à l'aube, dit-il. 6 heures. Utilisez-les pour réfléchir à quel point vous voulez être coopérative quand vous atterrirez à Minsk. Et si je ne suis pas coopérative? Morrison sourit. C'était la pire chose qu'elle l'ait vu faire encore. Alors votre acheteur vous enseignera. Il est spécialisé dans le reconditionnement. Brise les gens, les reconstruit en tout ce qu'il veut. J'ai vu son travail. C'est impressionnant. Terrifiant, mais impressionnant. Il partit. Dimitri s'attarda un instant. 6 heures, répéta-t-il doucement. Après ça, je ne peux pas vous aider. Vous ne pouvez pas m'aider maintenant. Je peux vous dire que le couloir est connecté à cette aile par le système de ventilation. Je peux vous dire que les gardes changent de corps à 04 heures. Je peux vous dire que le pilote d'hélicoptère arrive toujours 30 minutes en avance pour faire les vérifications pré-vol. Il la regarda dans les yeux. Mais ce que vous faites de cette information, ce n'est pas ma responsabilité. Il partit avant que Harper ne puisse répondre. Elle s'assit dans le silence, réfléchissant. Dimitri venait de lui donner toute la fenêtre d'évasion. Pas directement, il avait une dénégation plausible, mais l'information était là. Changement de corps à 04, 30 minutes avant l'aube pour le prévol. Accès à la ventilation au couloir est. Harper regarda le tuyau auquel ses menottes étaient attachées. Vieille construction soviétique, acier peint et repeint au fil des décennies. Elle le testa doucement, solide, mais les supports le retenant au mur étaient plus vieux, corrodés par endroits où l'humidité s'était infiltrée à travers le béton. Elle avait 6 heures pour se libérer, trouver 3 prisonniers et atteindre une plateforme d'hélicoptère qu'elle n'avait jamais vue. Chance impossible. Heureusement, elle s'était entraînée pour l'impossible. Harper commença par les menottes. Conception standard à maillon. Rien de fantaisiste. Elle ne pouvait pas les faire glisser. Morrison avait appris de l'erreur de Cross, mais elle pouvait les travailler. Elle tordit ses poignets, tirant contre la chaîne jusqu'à ce que le métal lui entaille la peau assez fort pour faire couler le sang. Le sang rendit ses poignets glissants. Elle tira plus fort. La douleur était extraordinaire, mais la douleur n'était que des signaux qui se déclenchaient dans son cerveau. Elle pouvait reconnaître les signaux sans leur obéir. 30 minutes plus tard, sa main droite se libéra. La peau était déchirée, saignant abondamment, mais elle était lâche. Elle commença immédiatement sur le tuyau, l'attrapa des 2 mains et tira, testant le support. Il bougea d'une fraction seulement, mais il bougea. Harper cala ses pieds contre le mur et tira plus fort. Le support gémit, la rouille s'écaillant du béton. Elle se repositionna, changea l'angle, tira de nouveau. Le support céda avec un bruit de coup de feu. Harper se figea, écoutant. Des pas dans le couloir à l'extérieur, courant. Elle avait peut-être 10 secondes. Elle attrapa la section de tuyaux lâches, 90, d'acier assez lourd pour être utile, et se positionna à côté de la porte. Quand elle s'ouvrirait, elle n'aurait qu'une chance. La porte s'ouvrit vers l'intérieur. Un garde qu'elle n'avait jamais vu auparavant entra, fusil levé. Harper balança le tuyau comme une batte. Il se connecta avec le canon du fusil, le faisant dévier. Le garde essaya de se reprendre, essaya d'amener l'arme, mais Harper était déjà à sa portée. Elle lui enfonça le coude dans la gorge, écrasant sa trachée. Il tomba, s'étouffant. Elle attrapa le fusil avant qu'il ne touche le sol, vérifia le chargeur. 30 cartouches. Sécurité désactivée. Harper passa par-dessus le corps du garde et entra dans le couloir.
Gauche ou droite? Elle alla à gauche, se dirigeant vers l'endroit où elle avait entendu les voix américaines plus tôt. Le couloir était vide, 03h97, selon l'horloge murale, 13 minutes avant le changement de corps. Elle devait se dépêcher. Elle trouva la porte avec les inscriptions cyrilliques verrouillée, mais le garde avait des clés à sa ceinture. Harper courut en arrière, les attrapa hors le 20. La troisième clé fonctionna. La porte s'ouvrit sur une cellule exactement comme la sienne. 3 personnes enchaînées au mur, toutes dans des états d'épuisement variés. 2 hommes, une femme, exactement comme Dimitri l'avait dit. La femme leva les yeux la première. Son visage était tuméfié, un œil enflé et fermé, mais sa voix était stable. « Qui diable êtes-vous? »« Lieutenant Harper Kane, Navy SEAL, je vous sors d'ici. » Il était temps, bon sang. La femme essaya de sourire, mais grimaça à la place. « Capitaine Sarah Chen, renseignement de l'armée de l'air. »« Lieutenant Marcus Webb. » Un des hommes dit qu'il avait l'air pire que Chen, comme s'il était là depuis plus longtemps. « Sergent de première classe David Park. » Le troisième prisonnier ajouta. « Marines. » Harper utilisa les clés pour déverrouiller leurs contraintes. Webb pouvait à peine se tenir debout. Ses jambes s'étaient atrophiées à cause de la position de stress. Park allait mieux, mais ses mains tremblaient à cause de ce qui ressemblait à des lésions nerveuses. Chen bougeait mieux, mais sa respiration était laborieuse. « Pouvez-vous vous battre? » demanda Harper. « Pouvons-nous marcher d'abord? » Webb dit. « Pas de temps. Extraction par hélicoptère dans 6 heures. Nous devons atteindre le pad nord avant qu'il ne réalise que nous sommes libres. » 6 heures? Park rit amèrement. « Nous n'y arriverons pas en 6 minutes. » Alors nous le faisons en 5 et nous improvisons. Harper tendit le fusil à Chen. « Vous êtes en pointe. Webb, restez au centre. Park, garde arrière. Je navigue. »« Avec quoi? » demanda Chen. « Vous avez une carte. »« J'ai ce que j'ai mémorisé. Il faudra que ce soit suffisant. » Ils entrèrent dans le couloir. Harper les ramena par où elle était venue, retraçant ses pas. 43 pas, virage à droite, 18 pas, virage à gauche. Une alarme commença à hurler. « Ils ont trouvé le garde. » Harper dit. « Bougez plus vite. » « Nous ne pouvons pas nous frayer un chemin. » Webb haleta. « Il y en a trop. » « Nous ne nous frayons pas un chemin. Nous nous échappons. Grande différence. » Harper les tira dans un passage latéral. L'accès à la ventilation devrait être ici. Elle trouva la grille, l'arracha avec le tuyau. « Entrez maintenant. » Chen passa la première, puis Webb, puis Park. Harper grimpa en dernier, refermant la grille derrière eux. La gaine de ventilation était à peine assez large pour les épaules, mais elle était horizontale et elle pouvait entendre l'air y circuler. « Suivez le flux d'air, murmura-t-elle. Il doit mener quelque part. » Ils rampèrent. Le métal était froid, tranchant par endroits où les soudures n'avaient pas été faites correctement. Les poignets déchirés de Harper laissaient des traces de sang sur le métal, mais elle l'ignora. Derrière eux, des voix résonnaient, la voix de Morrison forte et furieuse. « Trouvez-les! Je veux que chaque couloir soit verrouillé. » La gaine de ventilation se sépara. Gauche ou droite? Harper sentit le flux d'air plus fort à droite. Par ici. Ils rampèrent pendant ce qui sembla être des heures, mais était probablement 10 minutes. L'arbre commença à s'incliner vers le haut, et les bras de Harper brûlaient à force de se tirer en avant. Puis elle l'entendit. Des pales de retour, lointaines, mais distinctes. L'hélicoptère est en avance, elle souffla. Bien ou mal? Demanda Park. Ça dépend si nous pouvons le voler. L'arbre se terminait à une autre grille. Harper regarda à travers. Il regardait vers ce qui semblait être une zone de stockage, des casiers d'équipement, des caisses de munitions et une porte avec une fenêtre montrant une lumière grise de l'aube. « Nous sommes proches de la surface, » Harper murmura. « Jen, comment est votre tir? »
rouillé mais fonctionnel. Ah, c'est bon. Quand nous touchons le sol, vous couvrez nos six. Park, vous aidez Webb. Je suis en pointe. Harper se positionna pour donner un coup de pied à la grille sur 3. 1, 2, 3. La grille explosa vers l'extérieur. Harper tomba, atterrit accroupi, le fusil balayant la pièce. Vide. Les autres suivirent, Webb s'écroulant presque quand il toucha le sol. Park le rattrapa, le remit debout. « Bougez », ordonna Harper. Elle les mena à la porte, l'entr'ouvrit. La plateforme d'hélicoptère était à 50 mètres et l'oiseau était déjà là. Modèle de transport russe, probablement Mi-8. Le pilote faisait son tour de vérification. Un pilote, pas de garde encore, Harper évalua. Les fenêtres se referment vite. On s'approche juste et on le prend? Demanda Chen. Vous avez une meilleure idée. En fait, non. Harper ouvrit la porte plus largement. Restez bas, restez silencieux. Si quelqu'un nous voit, on fait du bruit et on va vite. Compris? 3 hochements de tête. Ils traversèrent le terrain découvert, par la mètre 30. Le pilote était de l'autre côté de l'hélicoptère, vérifiant le retour de queue. 20 minutes. Une porte s'ouvrit derrière eux. La voix de Morrison porta à travers la piste. « Arrêtez-vous là! » Harper pivota, fusil levé. Morrison se tenait dans l'embrasure de la porte, arme de poing dégainée, flanqué de 3 gardes. « Vous ne partez pas, » Morrison dit. « Lâchez l'arme. Vous d'abord. J'ai 4 armes, vous avez 3 prisonniers blessés et un fusil que vous ne pouvez probablement pas tirer droit après avoir été suspendu à un mur pendant 2 jours. Essayez-moi. » Morrison sourit. « Dimitri, sortez d'ici. » Dimitri sortit du bâtiment, le visage pâle, les mains vides. « Je suis désolé, » dit-il doucement, et Harper ne put dire s'il s'adressait à elle ou à Morrison. « Vous les avez aidés, » Morrison accusa. « Vous lui avez parlé du changement de corps. » « Je ne lui ai rien dit. »« Insulte. Vous avez été trop indulgent avec elle depuis le premier jour. » L'âme de Morrison se déplaça vers Dimitri. « Vous connaissez la pénalité pour avoir trahi l'organisation. »« Je sais beaucoup de choses, » Dimitri dit. « Je sais que vous avez volé Brandt. Je sais que vous avez vendu des informations à des concurrents. Je sais que vous avez tué la dernière prisonnière qui a essayé de s'échapper et que vous avez dit à Brand qu'elle était morte pendant le transfert. » Le visage de Morrison devint blanc. « Vous mentez. J'ai des preuves, des enregistrements, des documents. J'ai collecté des preuves pendant 6 mois. » Dimitri tira un téléphone de sa poche et je l'ai envoyé à Brandt il y a 10 minutes. L'âme de Morrison se tourna complètement vers Dimitri. Harper bougea. Elle tira une fois. Le coup frappa Morrison à l'épaule, le faisant tourner. Les autres gardes levèrent leurs armes et Chen ouvrit le feu de derrière Harper. Des rafales de 3 coups qui firent plonger les gardes à couvert. « Courez !» cria Harper. « Allez à l'hélicoptère !» Park et Webb coururent. Chen tira des tirs de couverture. Harper attrapa Dimitri alors qu'il trébuchait. « Pourquoi ?» demanda Harper. « Parce que ma fille mérite un père qui a fait une bonne chose. » Dimitri lui pressa le téléphone dans la main. « Tout ce dont vous avez besoin est ici. Nom, lieu, compte bancaire. Brûlez tout. » Morrison se relevait, tendant la main vers son arme avec sa bonne main. Harper le visa, le doigt sur la gâchette. « Ne faites pas ça, » Dimitri dit doucement. « Ce n'est pas qui vous êtes. » Harper hésita. Morrison attrapa son arme. Dimitri bougea plus vite que Harper ne s'y attendait. Il plaqua Morrison, le projetant au sol. L'arme de Morrison partit 1 fois, 2 fois. Dimitri s'affaissa. Non. Harper tira. Morrison reçut la balle dans la poitrine, tomba en arrière. Elle tomba à genoux à côté de Dimitri. Ses yeux étaient toujours ouverts, toujours conscients. « Votre fille, » Harper dit. « Où est-elle? » « Volgograd avec sa mère. L'adresse est dans le téléphone. » Raclement de gorge. Du sang bouillonna sur ses lèvres. « Dites-lui que je me suis souvenu comment être brave. »« Je le ferai, je le jure. »
Dimitri sourit, puis la lumière s'éteignit dans ses yeux. Harper les ferma doucement, prit le téléphone et courut vers l'hélicoptère. Chen était déjà dans le cockpit, les mains sur les commandes. « Vous pouvez piloter ça? » Harper cria par-dessus le bruit du retour. « Je suis qualifié sur le Black Hawk. » Assez proche. L'hélicoptère décolla. Des balles étincelèrent sur la coque alors que les gardes se déversaient du bâtiment. Harper se pencha, tirant des rafales contrôlées, les maintenant clouées. Ils dégagèrent le complexe. Chen poussa l'oiseau en avant, prenant de la vitesse et de l'altitude. Webb pleurait à l'arrière. Que ce soit de soulagement ou de traumatisme, Harper ne put dire. Park regarda juste l'installation rétrécir sous eux. « Nous l'avons fait », Chen dit, incrédulité dans sa voix. « Nous l'avons vraiment fait. » Harper regarda le téléphone dans ses mains. Le dernier cadeau de Dimitri. Des preuves qui pourraient abattre non seulement cette installation, mais tout le réseau. « Ce n'est pas fini, dit-elle. Ce n'est que le début. » L'hélicoptère était en l'air depuis 17 minutes quand la voix de Chen craqua à travers le casque. « Nous avons un problème. » Harper leva les yeux du téléphone de Dimitri. « Définissez problème. » La jauge de carburant baisse trop vite. Ils n'ont pas complètement rempli le réservoir. Combien de temps avons-nous? 20 minutes, peut-être 25 si je force. Les mains de Chen restèrent stables sur les commandes, mais sa voix trahissait le calcul qui se produisait dans sa tête. Nous n'arriverons pas en Roumanie. Park se pencha en avant depuis l'arrière. Et l'Ukraine, nous sommes près de la frontière. L'Ukraine a ses propres problèmes en ce moment. Nous atterrissons là-bas, nous pourrions nous retrouver dans un autre type de détention. Harper ouvrit la carte sur le téléphone de Dimitri. Là, aérodrome abandonné à 12 km au nord-est, air soviétique. Probablement pas utilisé depuis 20 ans, mais la piste devrait toujours être intacte. Devrait être. La voix de Webb était faible, mais il était toujours conscient. Vous pariez nos vies sur devrait être. Vous avez une meilleure option, je suis tout oui. Silence. 12 km, Jen dit. Je peux faire 12 km. Le moteur de l'hélicoptère toussa une fois, puis se stabilisa. Faites vite, Harper ajouta. Chen poussa l'oiseau plus fort et Harper retourna au téléphone de Dimitri. Les fichiers étaient encryptés, mais le mot de passe était embarrassamment simple. Katia 2016, le nom et l'année de naissance de sa fille. À l'intérieur se trouvaient des dossiers couvrant 3 ans de documentation, des fichiers vidéo, des enregistrements audio, des transactions bancaires, des manifestes d'expédition et un registre qui fit tourner l'estomac de Harper. 47 prisonniers, 47 noms, grade, date de capture, date de vente, prix allant de 50 000 à un demi-million selon le niveau d'habilitation et la valeur de renseignement. « Jésus-Christ », Harper murmura. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Park. « 47. Ils ont trafiqué 47 militaires en 3 ans. » Les mains de Harper tremblèrent alors qu'elle faisait défiler. Des Américains, des Britanniques, des Allemands, des Français, tous des opérations spéciales ou des renseignements, tous vendus comme du bétail à des gouvernements hostiles. Qui achète? Harper trouva la liste des acheteurs. Son sang se glaça. Corée du Nord, Syrie, règlement de gorge, Iran, société militaire privée en Afrique. Certains que je ne reconnais même pas, elle leva les yeux. Ce ne sont pas des entrepreneurs voyous, c'est systématique. Quelqu'un coordonne cela à un niveau bien supérieur à Brandt. L'hélicoptère trembla de nouveau. Chen jura. La pression du carburant baisse, nous ne ferons pas 12 km/h. Jusqu'où pouvez-vous nous emmener? 8, peut-être 9. Ensuite, nous marcherons le reste. Harper rangea le téléphone dans sa veste. Tout le monde se vérifie. Pouvez-vous marcher 9 km? Webb essaya de se lever, retomba immédiatement. Je peux à peine tenir debout 9 minutes. Alors Park vous porte. Chen, pouvez-vous naviguer au sol? Si nous avons une boussole et des éléments de terrain de base, oui, nous nous débrouillerons.
Harper se déplaça vers la porte latérale. Combien de temps avant que nous soyons au sol? 3 minutes. Harper regarda les 3 prisonniers qu'elle venait de libérer. Chen tenait le coup par pure volonté. Les mains de Park tremblaient encore, mais il était fonctionnel. Webb avait l'air de la mort réchauffée. « Écoutez-moi, » Harper dit. « Je sais que vous êtes blessé. Je sais que vous êtes épuisé. Je sais que vous avez traversé l'enfer. Mais nous n'avons pas encore fini. Nous arrivons à cet aérodrome. Nous appelons à l'extraction. Et nous rentrons à la maison. Mais si nous n'y arrivons pas, tout ce pourquoi Dimitri est mort ne signifie rien. Les 47 personnes de cette liste, elles restent disparues. Donc, j'ai besoin que vous creusiez plus profondément que vous ne l'avez jamais fait. Pouvez-vous faire ça? » Chen hocha la tête immédiatement. Park prit une inspiration, puis hocha la tête. Le hochement de Webb fut plus lent, mais il était là. Bien, parce que dans environ 2 minutes, nous allons découvrir de quoi nous sommes vraiment faits. L'hélicoptère toucha le sol brutalement. Pas un crash, mais pas un atterrissage non plus. Chen coupa le moteur et ils sortirent dans l'herbe à hauteur de genoux qui s'étendait dans toutes les directions. Harper s'orienta à l'aide du soleil. Nord-est. Elle commença à marcher et les autres suivirent. Ils avaient couvert peut-être un demi-kilomètre quand Harper l'entendit. Un autre hélicoptère, lointain mais se rapprochant. « Ils nous suivent, » Park dit. « Bien sûr que oui, nous avons volé leur oiseau d'extraction. » Harper accéléra le pas. « Bougez plus vite. » Webb trébucha. Park le rattrapa, le remit debout, le traînant à moitié en avant. Chen prit l'autre côté de Webb et ensemble, ils continuèrent d'avancer. Le son de l'hélicoptère devint plus fort. Harper scanna le terrain. Rien, juste de l'herbe et des groupes d'arbres occasionnels. Pas de couverture, pas de dissimulation. Ils étaient complètement exposés. Là, Chen désigna, lisière des arbres à 200 mètres, ils coururent. Les poignettes de Harper criaient à cause de la peau déchirée. Ses épaules brûlaient à cause des dommages de la position de stress, mais elle courut quand même. La respiration de Webb ressemblait à un moteur mourant, mais il ne s'arrêta pas. L'hélicoptère franchit l'horizon derrière eux. La voix de Brown passa par un haut-parleur, amplifié et déformé. « Vous n'avez nulle part où aller, Kane. Arrêtez de courir et je ferai ça vite. » Harper plongea dans les arbres. Les autres s'écrasèrent derrière elle. La canopée était mince, à peine suffisante pour les cacher, mais c'était quelque chose. L'hélicoptère tournait au-dessus. Harper pouvait voir la porte latérale ouverte, pouvait voir des silhouettes armées se pencher. Ils ne peuvent pas atterrir ici, Chen haleta. Les arbres sont trop denses. Ils n'ont pas besoin d'atterrir. Ils ont juste besoin de nous clouer jusqu'à l'arrivée du soutien au sol. Harper vérifia le téléphone de Dimitri, avait encore du signal. Elle ouvrit l'application de balise d'urgence que chaque opérateur avait sur ses appareils. « Qu'est-ce que vous faites? » demanda Park. « J'appelle la cavalerie. » Harper activa la balise. Le JSOC surveille ses fréquences. Si quelqu'un écoute, ils sauront que nous sommes ici. Si, Webb Alta, vous avez un meilleur plan. L'hélicoptère fit un autre passage. Des balles déchirèrent la canopée, déchiquetant les feuilles et l'écorce. Tout le monde se jeta au sol. Ils n'essaient plus de nous capturer, Chen dit. Non, ils essaient de nous faire taire. Harper regarda le téléphone dans sa main. Toutes ces preuves, tous ces noms. Ils ne peuvent pas laisser cette information sortir. L'hélicoptère recula, tournant à distance. Harper le regarda, confuse. Pourquoi se retirer? Puis elle entendit les véhicules, plusieurs moteurs, lourds venant de l'ouest. Équipe au sol. Park, raclement de gorge, dit « Nous sommes encerclés ». L'esprit de Harper s'emballa. 4 opérateurs blessés, pas d'armes, sauf un fusil avec peut-être 10 cartouches restantes contre un nombre inconnu d'hostiles, avec un soutien véhiculé et une couverture aérienne. Le calcul ne fonctionnait pas, mais les maths n'avaient de toute façon jamais été sa spécialité.
Chen, à quel point êtes-vous doué pour fabriquer des engins explosifs improvisés? Quoi? Je suis pilote, pas technicienne des mots. Vous êtes dans l'armée de l'air. Vous avez suivi une formation de base sur les munitions. C'était un cours de 4 heures il y a 7 ans. Alors vous êtes surqualifié. Harper lui tendit le téléphone. Il y a assez de batterie dans ce truc pour faire un bon initiateur. Il nous faut juste quelque chose à initier. Comme quoi? Harper regarda l'hélicoptère qui tournait toujours au-dessus d'eux. Réservoir de carburant. Si on peut les attirer assez près, les frapper avec la batterie du téléphone truquée pour faire une étincelle, la vapeur de carburant fait le reste. C'est fou, Webb dit. Vous êtes libre de suggérer des alternatives. Personne ne le fit. Harper sortit la batterie du téléphone de Dimitri, l'enveloppa de fil dénudé de la doublure de sa veste et la tendit à Chen. Quand je donne le signal, vous jetez ça sur les hélicoptères. Visez l'entrée du réservoir de carburant. Et si je rate? Alors nous mourrons un peu plus vite que nous l'aurions fait de toute façon. Les véhicules se rapprochaient. Harper pouvait entendre des hommes crier des ordres en russe. Park, emmenez Webb plus profondément dans les arbres. Chen, tenez-vous prête. Harper se déplaça vers le bord de la lisière des arbres, le fusil levé. Je vais les mettre en colère. Elle sortit à découvert et tira 3 coups sur les hélicoptères. Les balles étincelèrent sur la coque, ne causant pas de réels dommages, mais attirant leur attention. L'hélicoptère vira vers elle. Parfait. Harper tira de nouveau. Le pilote abaissa l'oiseau, essayant probablement d'obtenir un meilleur angle pour les mitrailleurs de porte. Chen, maintenant. Chen lança l'assemblage de la batterie. Il traversa l'air, tournoyant. Et pendant une horrible seconde, Harper pensa qu'il tomberait à court. Il frappa le panneau latéral de l'hélicoptère à 15 centimes de l'entrée de carburant et l'initiateur de fortune fit une étincelle. Rien ne se passa. Puis, tout se passa. Le réservoir de carburant n'explosa pas de manière spectaculaire comme dans les films. Il prit juste feu rapidement et avidement, se propageant sur la coque. Le pilote se battit pour le contrôle, mais le feu était déjà dans le compartiment moteur. L'hélicoptère s'inclina, tourna et tomba. Il toucha le sol à 200 mètres. L'impact acheva ce que le feu avait commencé. L'explosion fut tout ce que Harper avait espéré. Grande, bruyante et complètement distrayante pour l'équipe au sol qui se rapprochait. « Courez !» cria Harper. Ils coururent vers le nord-est, utilisant le chaos comme couverture. Derrière eux, le convoi de véhicules s'était arrêté, essayant probablement de comprendre ce qui venait de se passer. Les poumons de Harper brûlaient, ses jambes étaient comme remplies d'acide. Webb faisait des sons qu'aucun humain ne devrait faire, mais il bougeait toujours. Ils sortirent des arbres. L'aérodrome abandonné était juste là, à 500 mètres devant. Piste en béton fissurée, hangar effondré et rien d'autre. Mais à l'horizon, venant vite, Harper les vit. 4 hélicoptères, maquage américain, volant en formation. La cavalerie est-elle là? Elle haleta. L'hélicoptère de tête atterrit sur la piste. Des opérateurs armés en sortirent, établissant un périmètre de sécurité. Harper reconnut les écussons de l'unité. SEAL Team 6, sa véritable équipe, pas la couverture. Un homme s'avança, le commandant James Riggs, son supérieur direct. Son visage était sévère mais soulagé. « Lieutenant Kane, vous avez l'air d'un enfer. »« Je me sens pire, monsieur. » Les jambes de Harper lâchèrent. Riggs la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Nous avons eu votre transmission. Les deux. La seconde nous a donné votre position. » Il regarda Chen, Park et Webb. « Ce sont les autres prisonniers? »« Oui, monsieur. Capitaine Sarah Chen, armée de l'air. Lieutenant Marcus Webb, armé. Sergent de première classe David Park, Marines. » Médecin, Riggs appela, puis à Harper. « Vous avez sécurisé l'épreuve? » Harper sortit le téléphone de Dimitri, la batterie retirée, l'appareil intact. « Tout,
3 ans de documentation, 47 prisonniers, nom, acheteur, compte bancaire, tout est ici. Riggs prit le téléphone comme s'il était fait de verre. Cela va déclencher une guerre. Bien, il le devrait. La vision de Harper commençait à se brouiller. Dimitri est mort pour obtenir cela. Assurez-vous que cela compte. Qui est Dimitri? Un homme qui s'est souvenu comment être brave. Harper sentit ses genoux fléchir de nouveau. Monsieur, il a une fille, Volgograd, Russie. Son nom est Katia. Elle a besoin de savoir ce que son père a fait. Nous la trouverons, Riggs promit. Les médecins se précipitèrent sur les 4. Harper les laissa faire, trop épuisés pour se battre davantage. Elle les regarda charger Webb sur une civière. Il était inconscient maintenant, mais son pouls était stable. Park marchait par ses propres moyens, à peine. Chen refusa la civière, insista pour marcher jusqu'à l'hélicoptère. Kane. Riggs s'accroupit à côté d'elle. Brandt et Cross sont-ils toujours à l'installation? Brandt y est. Cross, je ne sais pas. Raclement de gorge. Morrison est mort. Dimitri l'a tué. Nous avons des ressources qui se déplacent sur le complexe maintenant. Quiconque y reste sera placé en détention. Il fit une pause. Vous avez fait du bon travail, un travail impossible. Ce n'était pas moi, c'était nous tous. Harper regarda les 3 autres prisonniers. Ils ont tenu bon, ils n'ont pas craqué. Vous non plus. Oui, si. La voix de Harper était calme. J'ai explosé en 1000 morceaux, monsieur. Je ne suis juste pas resté ainsi. Ils l'emmenèrent à un hôpital militaire en Allemagne. 3 jours d'évaluation médicale, de débriefing, d'évaluation psychologique. Harper leur raconta tout. Plusieurs fois à plusieurs agences, NCIS, renseignement naval, enquêteurs du 2D. Ils voulaient tous entendre l'histoire. Le 4e jour, ils firent venir quelqu'un de différent. Une femme en tailleur civil, sans badge nominatif, sans identification, sauf un badge qui disait « Unité d'investigation spéciale du DOG ». Lieutenant Kane, je suis ici pour parler de poursuite. De qui? De tout le monde. La femme. Harper commença à la considérer comme l'Agent Stone parce qu'elle avait l'air d'être faite de granit. Ouvrit d'un dossier. Le téléphone de Dimitri nous a donné 23 cibles de grande valeur. Nous en avons arrêté 11 au cours des 72 dernières heures. Les autres sont en fuite, mais nous les trouverons. Et Brandt? Le commandant Victor Brandt a été placé en détention au complexe. Il est actuellement détenu dans un lieu non divulgué en attente de son procès. L'agent Stone marqua une pause. Il demande un accord. Pas d'accord. Il offre des informations, des noms de personnes plus haut dans la chaîne. Dit que cette opération avait le soutien de plusieurs gouvernements, y compris certains que nous considérons comme des alliés. L'estomac de Harper se retourna. Jusqu'où cela va-t-il? Nous ne savons pas encore. C'est pourquoi je suis ici. Nous avons besoin que vous témoigniez de tout ce que vous avez vu, de tout ce que vous avez vécu, sous serment. Quand le tribunal commencera dans 3 semaines, la Cour pénale internationale de La Haye. L'agent Stone la regarda dans les yeux. Cela va être public, Kane. Votre visage, votre nom, votre histoire. Le monde entier saura ce qui vous est arrivé. Harper pensa aux 9 vidéos que Cross lui avait montrées. Les prisonniers brisés, les gens qui avaient été là où elle était et qui n'en étaient pas sortis. Bien, dit-il, que tout le monde sache ce que ces gens ont fait. 2 semaines plus tard, Harper était assise dans une chambre d'hôtel à La Haye, fixant son reflet. Elle avait été médicalement autorisée, psychologiquement évaluée et jugée apte à témoigner. Mais elle ne se sentait pas apte, elle se sentait vide. Chen lui rendit visite ce soir-là. Elle avait meilleure mine. Les ecchymoses avaient pâli, l'enflure avait diminué. Prête pour demain? Non. Et vous? Pas même un tout petit peu. Chen s'assit au bord du lit. Je n'arrêtais pas de penser à Ortiz, à Webb et Park et à tous les autres qui n'ont pas pu raconter leurs histoires.
Nous les racontons maintenant, n'est-ce pas? Ou ne faisons-nous que revivre notre traumatisme pour des étrangers qui ne comprendront jamais ce que c'était? Harper n'eut pas de réponse à cela. Chen se leva pour partir, puis se retourna. Pour ce que ça vaut, vous avez sauvé ma vie, la vie de Park, la vie de Webb. Quoi qu'il arrive dans cette salle d'audience, c'est réel, ça compte. Après son départ, Harper sortit son téléphone. Elle avait évité les nouvelles, mais elle ne le pouvait plus. Elle avait besoin de voir ce que le monde savait. Les gros titres étaient partout. Réseau international de trafic exposé. Des dizaines de militaires vendus à des nations hostiles. Une Navy SEAL échappe à la captivité. Expose une conspiration. Ils avaient son nom. Ils avaient sa photo. Ils avaient tout. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Lieutenant Kane, c'est Katia Volkov. L'agent Riggs m'a trouvé. Il m'a dit ce que mon père a fait. Merci d'avoir tenu votre promesse. Il serait fier de savoir que vous êtes rentré à la maison. Harper lut le message 3 fois, puis elle le sauvegarda. Demain, elle entrerait dans cette salle d'audience. Elle affronterait Brand et Cross et tous ceux qui avaient participé à 47 enlèvements, 47 ventes, 47 vies détruites. Et elle s'assurerait que le monde sache qu'appeler quelqu'un faible ne les rendait pas cassables. Cela vous rendait juste aveugle à ce dont ils étaient vraiment capables. La salle d'audience était stérile de la manière que seules les institutions internationales pouvaient l'être. Tout était précis, mesuré, conçu pour dépouiller l'émotion et ne laisser que le fait. Harper s'assit sur la chaise du témoin face à un panel de juges de 7 pays différents et essaya de se souvenir que cela était censé être la justice. Brandt était assis à 20 pieds, 6 mètres de là, flanqué de 2 avocats qui semblaient en facturer à la minute. Il avait perdu du poids en détention, l'arrogance dépouillée pour quelque chose de plus dur et de plus méchant. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il sourit. Harper ne détourna pas le regard. La procureure se leva, une femme néerlandaise nommée Vanderberg, qui avait passé 30 ans à mettre des criminels de guerre derrière les barreaux. Lieutenant Kane, veuillez indiquer votre nom et votre grade pour le dossier. Lieutenant Harper Kane, Marine des États-Unis, Naval Special Warfare Development Group. Et pouvez-vous dire à la Cour ce qui s'est passé le 15 mars de cette année? Harper prit d'une inspiration. J'ai été capturé lors d'une opération de renseignement classifiée en Moldavie. J'ai été détenu, torturé et préparé pour la vente à un gouvernement étranger hostile. Vente? L'un des juges se pencha en avant. Pouvez-vous élaborer? Le défendeur, le commandant Victor Brandt, exploitait un réseau de trafic humain spécialisé dans la capture et la vente de personnel militaire de renseignement. Sur 3 ans, son organisation a trafiqué 47 personnes. J'étais censé être la numéro 48. L'avocat de Brown se leva immédiatement. Objection. Le témoin caractérise les activités alléguées de mon client sans établir de preuves directes de son implication. J'ai des preuves directes, Harper dit. J'ai 3 ans de documentation, des fichiers vidéo, des enregistrements audio, des transactions financières, des manifestes d'expédition et un registre d'acheteurs qui inclut mon nom, mon grade et le prix négocié pour mon transfert vers la Biélorussie. Vanderberg afficha un document à l'écran. Est-ce que le registre auquel vous faites référence? Harper reconnut les fichiers de Dmitri. Oui. Et comment avez-vous obtenu cette preuve? Un homme nommé Dimitri Vulov, qui travaillait pour l'organisation de Brandt, me l'a donné avant d'être tué en essayant de nous aider à nous échapper. La salle d'audience devint silencieuse. Le sourire de Brandt disparut. Vanderberg continua. Pouvez-vous décrire les conditions de votre détention? Harper le fit. Elle leur parla de la position de stress, de la torture psychologique, de la déshumanisation systématique. Elle leur parla des pinces de Morrison et des enregistrements de Cross et des 9 vidéos de prisonniers brisés. Elle leur raconta tout. Quand elle eut fini, l'un des juges demanda «
Pourquoi n'avez-vous pas craqué, lieutenant Kane? Harper le regarda. Parce que je savais que quelqu'un comptait sur moi pour ne pas le faire. Les 3 personnes que j'ai aidées à s'échapper. Les 47 personnes sur cette liste qui méritaient que leurs histoires soient racontées. La fille de Dimitri qui avait besoin de savoir que son père était mort pour quelque chose qui comptait. Elle marqua une pause. Et parce que leur donner ce qu'ils voulaient aurait signifié qu'ils avaient raison sur moi, que j'étais faible, que d'être petite, d'être une femme, d'être capturée signifiait que j'étais moins qu'eux. Et j'ai refusé que cela soit vrai. Le juge hocha lentement la tête. Merci, lieutenant. L'avocat de Brown contre-interrogea pendant 2 heures. Il tenta de discréditer son témoignage, interrogea son état mental, suggéra qu'elle avait fabriqué des preuves. Harper répondit à chaque question avec la même précision calme qu'elle avait utilisée pour survivre à la cellule de détention. Finalement, il demanda « N'est-il pas vrai que vous avez tué plusieurs personnes lors de votre évasion? » « Oui, y compris le sergent Morrison. »« Oui. Donc, vous admettez le meurtre? » « J'admets la légitime défense. Morrison tentait d'empêcher l'évasion de 4 prisonniers détenus illégalement. Il était armé, hostile et avait déjà commis de nombreux actes de violence contre nous. J'ai neutralisé la menace. Vous avez tiré sur un homme désarmé. Il cherchait son arme. J'ai tiré la première. C'est ce pourquoi les SEALs sont entraînés. Gagner. Harper se pencha en avant. Auriez-vous préféré que je le laisse tuer Dimitri? Le laisser nous recapturer? Le laisser nous vendre à des gens qui nous auraient utilisés pour de la propagande avant de nous tuer de toute façon? L'avocat n'eut aucune réponse à cela. Quand Harper descendit, Chen fut appelée ensuite. Elle témoigna de ses 4 jours de captivité, de la manipulation psychologique, de la peur constante. Puis Park témoigna des lésions nerveuses dues aux positions de stress. Puis Webb qui put à peine traverser son témoignage sans s'effondrer. Chaque histoire s'appuya sur la précédente jusqu'à ce que le poids des preuves soit écrasant. Le 3e jour, ils appelèrent le docteur Elena Cross. Elle entra vêtue d'un tailleur coûteux, cheveux parfaits, maquillage impeccable. Elle avait l'air d'assister à une conférence d'affaires, pas à un procès pour crime de guerre. Vanderburg ne perdit pas de temps. Raclement de gorge. Dr. Cross, vous occupiez un poste de consultante psychologique senior pour l'organisation du commandant Brown. Est-ce correct? J'étais une contractante indépendante fournissant des services de conseil. Services de conseil. Pouvez-vous décrire ces services? L'avocat de Cross lui murmura quelque chose. Elle hocha la tête. Je refuse de répondre au motif que cela pourrait m'incriminer. Alors permettez-moi d'être plus spécifique. Avez-vous développé des protocoles de torture psychologique à utiliser sur le personnel militaire détenu? Je refuse de répondre. Avez-vous personnellement mené des interrogatoires sur le capitaine Sarah Chen, le lieutenant Marcus Webb et le sergent David Park? Je refuse de répondre. Vanderburg projeta une vidéo. Harper la reconnut immédiatement. L'un des 9 enregistrements que Cross lui avait montrés dans la cellule de détention. C'est le capitaine Jennifer Ortiz, capturé il y a 8 mois. La reconnaissez-vous? Le visage de Cross pâlit. Je refuse de répondre. La Cour n'a pas besoin de votre réponse, Dr. Cross. Nous avons les enregistrements. Tous, y compris ceux où votre voix est clairement audible, donnant des instructions sur la manière de maximiser la détresse psychologique. La vidéo fut diffusée, la voix d'Ortiz se brisant, suppliant, et, en arrière-plan, la voix de Cross, clinique et détachée. Augmentez l'angle de la position de stress. Je veux voir combien de temps elle peut maintenir sa conscience. La salle d'audience éclata. Les juges appelèrent à l'ordre. L'avocat de Cross exigea que la vidéo soit exclue, mais il était trop tard. Tout le monde l'avait vue. Tout le monde l'avait entendu. Quand l'ordre fut rétabli, Vanderburg se tourna vers Cross. « Refusez-vous toujours de répondre? » Les mains de Cross tremblaient. Je suivais des protocoles établis, des techniques d'interrogatoire améliorées approuvées par... Par qui? Vanderburg interrompit.
Qui a approuvé la torture des prisonniers de guerre? Cross regarda Brandt. Il détourna le regard. Je veux l'immunité, Cross dit soudainement. Je vous dirai tout, mais je veux l'immunité totale. Les juges délibérèrent. Finalement, le juge principal prit la parole. La Cour envisagera une peine réduite en échange d'une coopération complète, mais l'immunité n'est pas garantie. Cross accepta l'accord. Ce qui suivit brisa tout ce que Harper pensait savoir sur l'opération. Brandt ne dirigeait pas cela seul. Cross témoigna. Il avait des soutiens. Soutien financier, soutien logistique, protection politique. De qui? Un consortium, des entrepreneurs militaires privés, des agences de renseignement de 3 pays différents et des responsables gouvernementaux qui voulaient avoir accès aux renseignements que ces prisonniers pouvaient fournir. Vanderberg afficha un document. Est-ce le consortium auquel vous faites référence? Cross hocha la tête. Oui. Harper fixa les noms sur l'écran. 2 étaient américains, 1 était britannique, 1 était français. Tous étaient liés à des contrats de défense, à des comités de renseignement ou à des postes de surveillance militaire. Ces gens savaient ce qui se passait? Demanda Vanderberg. Ils l'ont financé. Ils ont fourni la logistique. Ils ont approuvé les cibles. La voix de Cross était plate, sans émotion. Brandt n'était que le directeur des opérations. Le vrai pouvoir était toujours ailleurs. La salle d'audience explosa de nouveau. Cette fois, il fallut 5 minutes pour rétablir l'ordre. Quand ils se turent enfin l'un des responsables américains sur la liste, un homme nommé le sénateur Richard Caldwell se leva dans la galerie. « C'est de la calomnie. Je n'ai jamais eu aucune connexion à... » « Asseyez-vous, sénateur, » le juge principal ordonna. « Vous aurez l'occasion de témoigner. » Mais Caldwell se dirigeait déjà vers la sortie. La sécurité l'arrêta. Harper observa cela se dérouler avec un étrange sentiment de détachement. Elle s'était attendue à Brandt. Elle s'était attendue à Cross, mais elle ne s'était pas attendue à cela, que la pourriture était si profonde, atteignait si haut. Le 7e jour, Brandt témoigna finalement. Il avait perdu ses avocats, perdu son calme et perdu tout espoir d'une peine réduite. « Je veux faire une déclaration, dit-il. Les juges le lui permirent. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. J'ai suivi les ordres. J'ai fourni un service que certaines personnes voulaient et étaient prêtes à payer. » Il regarda directement Harper. « Et je le referai, raclement de gorge. Parce que dans le monde réel, les faibles sont exploités. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la nature. » Harper se leva. Elle n'était pas censée le faire, mais elle s'en fichait. « Permission de répondre, votre honneur. » Le juge hésita, puis hocha la tête. Brièvement, Harper se dirigea vers le centre de la salle d'audience. « Vous m'avez appelé faible. Vous nous avez tous appelés faibles. Vous avez bâti toute votre opération sur les hypothèses qu'être petite, être une femme, être capturée signifiait que nous étions moins que vous. Mais voici ce que vous n'avez pas compris. La faiblesse n'est pas une question de taille, de genre ou de circonstances. La vraie faiblesse, c'est de devoir briser d'autres personnes pour se sentir puissant. La vraie faiblesse, c'est de se cacher derrière les ordres, l'argent et les systèmes, parce que vous n'avez pas le courage d'affronter ce que vous êtes devenu. » Elle s'approcha de Brandt. « Vous pensiez être la nature, mais la nature n'a pas besoin de chaînes, de cellules et de torture. La nature n'a pas besoin de droguer les gens et de les vendre comme du bétail. Vous n'êtes pas la nature. Vous n'êtes qu'un lâche qui s'est convaincu que la cruauté était de la force. » Le visage de Brandt devint violet. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes ajouté, je suis la personne qui a brisé votre opération, exposé votre réseau, et s'est assuré que 47 personnes ne disparaissent pas sans que personne ne connaisse leur nom. Vous êtes la personne qui va passer le reste de votre vie en prison à penser à la façon dont une femme de 54 kilos a détruit tout ce que vous avez construit. » Harper se tourna vers les juges. « J'ai terminé. »
Elle s'assit. La salle d'audience était silencieuse. Le verdict tomba 3 jours plus tard. Brand fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cross reçut 40 ans. Morrison fut condamné à titre posthume. Ses biens furent saisis, aussi pour indemniser les victimes. Mais la vraie victoire vint des autres condamnations. Le sénateur Caldwell fut arrêté. 2 entrepreneurs de la défense furent inculpés. Un responsable du renseignement britannique démissionna et s'enfuit vers un pays sans extradition. Le consortium fut brisé. Harper se tenait devant le tribunal, entourée de reporters, de caméras, de questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Chen et Park se tenaient avec elle. Webb était toujours sous soins médicaux, mais il avait envoyé un message disant qu'il était fier d'eux. Lieutenant Kane, comment vous sentez-vous de savoir que justice a été rendue? Harper pensa à Deemstry, aux 9 vidéos que Cross lui avait montrées, aux 47 noms sur le registre qui n'auraient jamais l'occasion de témoigner. Ça ne ressemble pas à la justice, dit-elle. Honnêtement, ça ressemble à la reddition de comptes. La justice signifierait que rien de tout cela ne se serait jamais produit. Mais la reddition de comptes signifie qu'il est plus difficile que cela se reproduise. Quelle est la suite pour vous? Je retourne auprès de mon équipe. Raclement de gorge. Je retourne au travail. Après tout ce que vous avez traversé. À cause de tout ce que j'ai traversé. Harper regarda directement la caméra. Quelqu'un m'a dit un jour qu'être sous-estimé est le meilleur déguisement pour une arme. J'ai passé 72 heures à prouver que c'était vrai. Maintenant, je vais passer le reste de ma carrière à m'assurer que personne d'autre n'aura à le faire. 3 mois plus tard, Harper se tenait à Volgograd, Rossi, devant un petit immeuble d'appartement qui avait connu de meilleures décennies. Elle frappa à la porte 412. Une femme répondit, milieu de la trentaine, avec les mêmes yeux que Dmitri. « Oui, je m'appelle Harper Kane. J'ai connu votre ex-mari. » Le visage de la femme changea. « Vous êtes l'Américaine, » raclement de gorge, celle qui l'a aidé. « Oui. » Entrez. L'appartement était petit mais propre. Des photos de Katia couvraient toutes les surfaces. Une petite fille aux cheveux foncés et au sourire de son père. « Elle est à l'école, » l'ex-femme de Dmitri dit. Son nom était Arena. Elle pose des questions sur lui constamment. Elle ne comprend pas pourquoi il est parti. Il est mort en sauvant ma vie et la vie de 3 autres personnes. Il est mort en s'assurant que les personnes qui l'avaient blessé ne pourraient plus blesser personne. Harper sortit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre qu'elle avait écrite, une citation de la médaille d'honneur qu'elle avait personnellement soumise, et un numéro de compte bancaire avec assez d'argent pour payer l'éducation de Katia jusqu'à l'université. Il m'a dit de lui dire qu'il s'était souvenu comment être brave. Je voulais m'assurer qu'elle sache exactement ce que cela signifiait. Arena lut la lettre, les larmes coulant sur son visage. Il était un homme bon autrefois, avant tout ça, avant Brandt. Je pensais qu'il avait oublié qui il était. Il s'est souvenu quand ça comptait le plus. Quand Katia rentra de l'école, Harper lui parla de son père. Pas toute la vérité. Les enfants de 8 ans n'avaient pas besoin de savoir sur la torture et le trafic, mais assez de vérité. Sur le courage, sur le sacrifice, sur un homme qui a choisi d'être brave quand la bravoure lui a tout coûté. Katia pleura, mais elle sourit aussi. Mon papa était un héros. Votre papa était un héros? Harper confirma. 6 mois après le tribunal, Harper était de retour en Virginie, de retour avec son équipe, de retour au travail qui avait défini sa vie d'adulte. Mais quelque chose avait changé. Elle se déplaçait dans le monde différemment maintenant, plus silencieuse, plus certaine. Le commandant Riggs l'appela dans son bureau un après-midi. « Kane, nous devons parler de votre prochaine affectation. Monsieur, le JSOC vous veut dans un groupe de travail anti-trafic, ciblant spécifiquement des opérations comme celle de Brandt. Il l'appelle Opération Chaîne brisée. » Harper s'assit. Raclement de gorge. « Ils me veulent à cause de ce qui s'est passé. Ils vous veulent parce que vous comprenez l'ennemi.
Vous avez vu comment ils opèrent, comment ils pensent, quelles sont leurs vulnérabilités. Riggs marqua une pause. Et parce que vous avez prouvé qu'être sous-estimé est un avantage tactique, je le ferai. Vous ne voulez pas y réfléchir? Non, monsieur, c'est exactement ce que je dois faire. 1 an plus tard, l'opération Chaîne brisée avait démantelé 3 autres réseaux de trafic, récupéré 18 prisonniers et mis 47 personnes en prison. Harper dirigeait chaque mission et chaque fois que quelqu'un l'appelait faible ou petite, ou supposait qu'elle n'était que du personnel de soutien, elle souriait parce qu'ils étaient là où elle les voulait. Chen devint colonel et commença à former d'autres pilotes aux techniques de survie et d'évasion. Park retrouva l'usage complet de ses mains et écrivit un livre sur la résilience psychologique qui devint une lecture obligatoire pour les forces d'opération spéciales du monde entier. Webb lutta plus longtemps mais finit par trouver sa place en tant que consultant pour les opérations de récupération d'otages. Ils restèrent en contact. Appels vidéo mensuels, réunions annuelles, le genre de lien qui ne se forme que lorsque vous avez survécu à l'insurvivable ensemble. Et chaque 15 mars, Harper visitait la tombe de Dimitri. Quelqu'un s'était arrangé pour que son corps soit ramené en Russie, enterré correctement avec les honneurs militaires complets, malgré son histoire compliquée. Elle apportait des fleurs et lui racontait ce que l'opération Chaîne brisée avait accompli cette année-là. Lui parlait de Katia, qui s'épanouissait à l'école, qui voulait être médecin, qui gardait sa photographie sur son bureau. Cette année, elle apporta autre chose, une photographie encadrée des 47 personnes qui avaient été victimes de la traite par le réseau de Brandt. Certains avaient été retrouvés vivants. Certains étaient morts en captivité, mais tous avaient des noms maintenant. Tous avaient des histoires. Tous comptaient. Harper s'agenouilla près de la tombe. Nous avons trouvé le dernier il y a 2 semaines. Capitaine David Reyes du corps des Marines, détenu en Syrie pendant 18 mois. Il est rentré chez lui maintenant. Ils sont tous retrouvés, chacun d'eux. Elle toucha la pierre tombale. Vous avez rendu cela possible, Dimitri. Vous nous avez donné les preuves qui ont tout ouvert. Le vent se leva, froid et vif, et Harper se leva. Elle avait été appelée faible toute sa vie. Trop petite pour les SEAL, trop femme pour les opérations spéciales, trop douce pour le vrai travail de la guerre. Mais elle avait appris quelque chose dans cette cellule de détention, enchaînée à un mur, face à des chances impossibles. La force n'était pas une question de taille, de genre ou de circonstances. La force était de refuser de casser quand casser serait plus facile. La force était de protéger les autres, même quand on pouvait à peine se protéger soi-même. La force était de se lever quand rester à terre vous garderait en sécurité. Et surtout, la force était de prouver que sous-estimer quelqu'un en fonction de son apparence était la dernière erreur que vous feriez jamais. Harper Kane avait été appelé faible par des hommes qui pensaient que la cruauté était le pouvoir. Ces hommes étaient en prison maintenant, et elle était toujours debout. C'était toute la preuve de force que quiconque aurait jamais,